Bonjour, bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle conférence de la troisième édition des Assises nationales du logement et de la mixité urbaine. Nous allons parler maintenant rénovation bas carbone durant cette conférence avec nos intervenants qui vont nous présenter un projet, le projet Préparer 2050, retour d'expérience et solutions pour le logement collectif et le parc social. Je suis ravie d'accueillir Rofaïda Larèche, directrice de projet, direction énergie-environnement du CSTB, Madame Nadège Chatagnon, chef de projet, département technologie et recherche pour l'efficacité énergétique chez EDF R&D. Et enfin, Monsieur Charles Arquin, associé et responsable pôle rénovation chez Pouget Consultant. Bonjour à vous tous et c'est à vous. Bonjour, je suis également ravi de pouvoir introduire le projet Préparer 2050 qui sera présenté ensuite par Nadège et Rofaïda. Je vais l'introduire du coup avec quelques éléments sur les enjeux et les leviers qui nous semblent être importants chez Pouget en termes de retour d'expérience sur ces questions de transition bas carbone. Euh, on identifie aujourd'hui dans les enjeux et dans les leviers bas carbone chez Pouget trois principaux enjeux. Le premier est celui de l'accélération et la priorisation de la rénovation des logements. On sait aujourd'hui que si on veut atteindre ces ambitions de transition bas carbone, il faudra accélérer le mouvement sur les sujets de rénovation énergétique. Aujourd'hui, trop peu de bâtiments sont rénovés et en 2050, 70% du parc sera encore existant. Donc, on a un vrai poids de l'existant qu'il s'agit de traiter. Deuxième sujet, celui de la priorisation de la rénovation par rapport à la construction neuve. On sait aujourd'hui que beaucoup de territoires autour des centres urbains anciens, par exemple, sont à réhabiliter, sont vacants, et donc il y a un vrai sujet autour de la rénovation. Donc, qui dit bas carbone dit rénover. Deuxième enjeu, qui nous semble aussi très important, c'est la question des émissions d'exploitation du bâtiment. Rénover bas carbone, c'est avant tout rénover bas énergie. Et pour pouvoir rénover bas énergie, évidemment qu'il y a il y a des leviers assez importants autour des interventions performantes sur l'enveloppe. Aujourd'hui, en France, on rénove trop lot par lot. Il s'agit d'accélérer la rénovation énergétique de qualité en passant par des rénovations qui visent des niveaux BBC en une ou plusieurs étapes. Et je crois que c'est un sujet qui sera très important à traiter dans les années à venir si on veut réussir aussi cet enjeu. Et enfin, la question, une fois l'enveloppe traitée, des vecteurs énergétiques. Qui dit transition environnementale dit énergie décarbonée. Et là, vrai sujet autour des réseaux intelligents, des réseaux de chaleur urbains, de l'usage des pompes à chaleur, par exemple. Un enjeu qu'on ne cite pas assez souvent aussi relatif à la bonne gestion finalement de l'exploitation des bâtiments est celui des locataires et la sensibilisation des locataires aux propriétaires à ces sujets de consommation. On a là aussi un vrai levier. De plus en plus de projets en bailleur font appel à de l'ingénierie sociale pour mobiliser les locataires dans les consommations post-travaux, et je crois que c'est aussi quelque chose qui est de nature à permettre l'atteinte de ces enjeux. Et en fait, fin, dernier point, rénovation, qui pour nous, nous semble être important, mais peut-être dans une moindre mesure, toute la partie chantier. Aujourd'hui, avec la RE 2020, on voit apparaître tout ce qui est analyse de cycle de vie obligatoire. De plus en plus en rénovation se posera la question de l'usage de matériaux bas carbone. Euh, et donc, en ce sens, il y a une nécessité pour nous que les bailleurs lancent finalement des études autour de la prescription bas carbone. On est persuadé chez Pouget que réaliser des ACV sur chacun des bâtiments rénovés, ce sera trop compliqué. Par contre, réussir à échantillonner pour mieux comprendre les bonnes pratiques, ça nous semble être important. Et ça, c'est l'enjeu justement d'une étude qu'on vient de finir pour un bailleur, et c'est le graphique de droite, où on voit différents lots enveloppes de rénovation et en abscisse et en ordonnée l'impact carbone de ces différents lots. On voit bien qu'en fonction des lots, isolation, finition, étanchéité, on va avoir un impact carbone qui sera plus ou moins important. Donc, ça nous donne en premier lieu déjà les gisements liés à différents types de rénovation. Et ensuite, on voit bien qu'au sein d'un même lot, isolation par exemple, on a une variabilité dans l'impact carbone qui est quand même assez grande et qui pousse à se poser la question de l'usage de tel ou tel produit en rénovation. Donc ça, c'est des sujets qu'on aime à travailler, qui nous semblent être importants à faire savoir pour pouvoir mieux apprécier aussi les questions
de carbone en rénovation. Je le disais, hein, en construction neuve, on voit qu'il y a une grande appétence pour ces sujets avec la RE 2020. En rénovation, on sent qu'il y a un mouvement initié par la SNBC, initié par les labels qui traitent de ce sujet, initié par le DPE, les travaux de fiabilisation du DPE, mais reste très concrètement maintenant à pousser les maîtres d'ouvrage à traiter ce sujet. Dans tout ce contexte, je parle rapidement d'un projet qu'on a pu co-construire chez Pouget les 3 dernières années, qui s'appelle le guide bâtiment collectif durable, BCD, qui a fait appel à une co-construction avec de nombreux acteurs, hein. On les voit en bas de cette page. Rofaïda et Nadège font partie de deux entités qui ont largement co-construit ce guide. Et donc, ce guide vise à mieux comprendre l'existant à travers des bases de données qui permettront de mieux traiter le sujet de la rénovation, mais aussi un certain nombre de simulations qui permettent de mieux apprécier la manière dont on pourrait améliorer la réglementation environnementale de l'existant, parce que c'est un sujet qui va devenir central les 2-3 prochaines années, et ensuite, et aussi, pousser des solutions bas carbone, de manière très opérationnelle, qui concernent le sujet de la copropriété et des bailleurs sociaux, parce que finalement, on a un parc existant qui est, on l'a vu tout à l'heure, en volume très impactant, et c'est maintenant qu'il faut changer les choses. Donc, c'est la punchline finalement de ce guide, rénover maintenant autrement. Et donc, je voulais en parler. C'est un guide qui est disponible chez les éditions Edipa. Donc voilà. Je vous propose de passer du coup à la présentation du projet Préparer 2050 et du coup de laisser la main à Rofaïda. Merci Charles, merci pour cette introduction. Donc je vais vous parler du projet Préparer 2050. Alors déjà Préparer 2050, c'est pour prospective de rénovation du parc social chauffé et chauffable à l'électricité pour une vision partagée à l'horizon 2050. C'est ça ce que ça veut dire Préparer 2050. Donc c'est un projet qui est réalisé en partenariat entre le EDF Recherche et Développement et le CSTB et aussi avec l'USH. Donc le projet, il est focalisé sur le parc social chauffé et chauffable à l'électricité. Pourquoi chauffable à l'électricité? Ça veut dire dans un cadre de rénovation, on peut avoir des bâtiments qui n'étaient pas chauffés à l'électricité et qui peuvent le devenir après rénovation. Donc le projet, il cible ce parc social et la question à résoudre, c'est de justement identifier des solutions techniques qui sont innovantes pour répondre à des questions de rénovation de ce parc qui soient adaptées et de réaliser des évaluations de ces solutions techniques innovantes. Le constat est qu'effectivement, pour rénover des bâtiments qui sont chauffés à l'électricité, eh bien, les bailleurs sociaux, ils ont certainement besoin d'avoir des solutions innovantes pour pouvoir aller au-delà de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et donc, le but, c'est d'identifier ces solutions, de bien les décrire et d'apporter des évaluations multicritères. Multicritères, ça veut dire sur différents aspects, bien sûr l'énergie et le carbone, mais aussi sur les coûts, le financement, et aussi des évaluations qui sont qualitatives sur la maintenance, l'appropriation par les propriétaires et par les locataires. Donc, apporter tous ces éléments aux bailleurs sociaux pour leur permettre d'élargir leur spectre de solutions pour ce parc. Alors, une fois qu'on a fait ce travail-là, l'idée, c'est justement de partager ces solutions avec les bailleurs sociaux. Mais avant, bien sûr, de les partager avec les bailleurs sociaux, il y a tout un travail qui a consisté à échanger avec eux pour comprendre les enjeux des bailleurs sociaux, les difficultés auxquelles ils sont confrontés par rapport à cette problématique-là, et voir comment répondre à leurs attentes et à leurs besoins, et comment leur présenter justement les solutions qu'on va nous développer. Et puis, d'un autre côté, on partage aussi tous ces travaux, et en particulier les solutions qui ont été développées avec les pouvoirs publics, pour permettre d'apporter des éléments d'analyse
de la prise en compte des solutions électriques dans, en particulier, les dispositifs réglementaires et pararéglementaires. Donc tout ça dans le but, bien sûr, de favoriser la massification de la rénovation de ce parc. Alors, donc, pour démarrer ce travail qui est basé sur l'identification et l'évaluation multicritères de solutions, il a fallu d'abord faire une analyse assez poussée du parc social et puis d'identifier les cibles prioritaires sur lesquelles on allait focaliser le travail d'identification de solutions et de leur évaluation. Alors, ce travail a été réalisé en se focalisant sur les enjeux, sur aussi une analyse des bailleurs sociaux face aux dispositifs réglementaires, comment ils utilisent les dispositifs, quels sont les freins, quels sont les leviers, comment on peut les écouter sur toutes ces questions de dispositifs réglementaires, et il y en a tout un nombre, hein, pas seulement la réglementation thermique, pas seulement le DPE, mais aussi par exemple l'éco-PLS et les autres dispositifs qui leur permettent justement de passer le cap et d'aller vers la rénovation, ou justement de chercher à comment faire tomber des freins qui sont posés par ces dispositifs-là. Et donc, sur la base de cette analyse, on a fait aussi une analyse, au-delà des enjeux, une analyse structurelle du parc, pour comprendre structurellement le parc en termes de sa composition, de ses surfaces, de ses systèmes constructifs. Et également, on a fait une analyse pour détecter les bâtiments qui sont prioritaires pour des rénovations. Et pour cela, on s'est basé sur les étiquettes énergie du DPE. Donc, on a ciblé les étiquettes E et FG. Et donc, à partir de toutes ces analyses-là, on a finalement identifié les bâtiments que vous voyez ici, enfin les cibles que vous voyez sur les tableaux, sur lesquels on allait apporter des solutions. Alors, d'un côté, on a les logements collectifs et les maisons individuelles. Donc, pour les logements collectifs, on s'est attaché à des logements collectifs qui sont construits dans la période 49-75 avec des convecteurs électriques et un chauffe-eau électrique individuel pour le chaud sanitaire. On s'est aussi focalisé sur les logements collectifs qui sont construits dans la période 75-81 et qui ont un système électrique base plus à point et un chauffe-eau électrique individuel. Vous voyez ici le pourcentage que représentent ces cibles dans le parc social. Pour la maison individuelle, on s'est focalisé sur les maisons individuelles construites dans les années 75 à 81 et qui sont dotées de convecteurs électriques avec un chauffe-eau électrique individuel pour le chaud sanitaire. Et enfin, on a aussi regardé les bâtiments qui sont chauffés au gaz ou avec une autre énergie et qui avaient un potentiel éventuellement de passer à l'électricité si cela s'avérait pertinent. Donc là-dessus, on a les logements collectifs avec des années 49-75, avec une chaudière gaz double usage collective et une chaudière gaz double usage individuel. On a étudié les deux cas. Et puis, on a aussi la maison individuelle qui est aussi avec un système 49-75 avec la chaudière gaz double service. Voilà. Sur ces cibles, donc une fois qu'on a défini ces cibles-là, eh bien, on a été chercher des bâtiments réels qu'on a modélisés, qu'on a... Charles, est-ce que tu peux passer, s'il te plaît, à la... Voilà. Déjà, avant de parler de comment on a réalisé les modélisations, c'est déjà de dire quel type de solution de rénovation on a ciblé sur ces bâtiments-là et quel type d'évaluation multicritère on a apporté. Donc, les solutions de rénovation qui ont été évaluées, ce sont des solutions qui couplent l'amélioration de la performance de l'enveloppe, d'abord, l'isolation partielle ou complète du bâti, avec la mise en place du système énergétique efficient. C'est-à-dire que le projet, même si on dit on s'intéresse aux bâtiments chauffés à l'électricité, mais pas seulement par rapport à leur système énergétique, mais bien sûr d'abord et avant de remplacer le système,
de s'intéresser aussi à l'isolation. Et pourquoi on a écrit isolation partielle ou complète? Parce qu'il y a bien des situations où l'isolation de l'enveloppe ne peut pas être complètement réalisée pour différentes raisons. Donc, parmi les systèmes qui ont été évolués, le Smart Joule, l'APAC RR, l'APAC RO et le chauffe-eau thermodynamique. Alors, j'ai tout à l'heure commencé déjà à parler de comment on a fait ces évaluations. Donc, c'est des évaluations qui ont été faites par simulation énergétique dynamique. Pour la partie quantitative, on a utilisé l'outil de calcul, un outil de calcul du CSTB qui est adapté à l'existence. C'est-à-dire, on est parti de l'outil des bâtiments neufs, que la méthode de calcul THPCE, et qui est utilisé pour la réglementation thermique 2012. Et cet outil-là a été adapté à l'existant et c'est cet outil-là qu'on a utilisé pour pouvoir justement avoir des évaluations quantitatives sur l'énergie primaire, l'énergie finale, les émissions de CO2 et puis aussi des indicateurs économiques tant en termes d'investissement, d'exploitation et de coût global actualisé par exemple. Et aussi, on a réalisé sur ces solutions des évaluations qualitatives pour mesurer et avoir des éléments sur la robustesse de la solution, sur sa mise en œuvre, son intégration et sa facilité d'appréhension par les locataires. Voilà sur quoi apporter à peu près les solutions. Et donc, je vais laisser la parole à Nadège pour vous présenter quelques exemples de résultats d'évaluation sur ces cibles que je vous ai présentées. Bonjour à tous et donc merci Rofaidah. Donc, comme vient de le souligner Rofaidah, dans le cadre de Préparer 2050, les évaluations de différentes solutions de rénovation ont été au cœur, en fin de compte, du projet. Et donc là, on a choisi de vous présenter quelques extractions de résultats pour vous montrer le type, en fin de compte, de données auxquelles nous avons pu aboutir. Donc, premier exemple, il s'agit d'un logement collectif construit dans les années 49-74, donc c'est-à-dire avant la première réglementation énergétique dans le secteur du bâtiment. Et on a testé différents bouquets de solutions associant donc de l'isolation, soit de l'isolation partielle dans l'enveloppe ou de l'isolation globale, et différents systèmes énergétiques, donc des radiateurs électriques de dernière génération ou communément appelés Smart Joule, l'installation dans certaines situations de chauffe-eau thermodynamique ou l'installation de pompes à chaleur RR. Donc, pour vous donner quelques ordres de grandeur des gains obtenus dans ce cas d'étude sur les indicateurs en énergie finale, réduction des émissions de CO2 et énergie primaire, on a des gains de rénovation allant de 20% à 90% de gains selon, on va dire, la profondeur de rénovation associée. En rénovant complètement la performance, enfin l'enveloppe ou le bâti de ce bâtiment et en changeant donc les systèmes énergétiques pour le chauffage et pour l'eau chaude sanitaire, on atteint globalement une étiquette climat A selon la définition actuelle du diagnostic de performance énergétique. Et en isolant partiellement l'enveloppe et en remplaçant les anciens convecteurs par des pompes à chaleur RR, on atteint une étiquette climat de B. En ordre de grandeur sur les émissions de carbone, donc dans les rénovations complètes qui ont été effectuées sur ces cas d'études, on a des émissions qui sont inférieures à 4 kg de CO2 par an et par mètre carré. On a pu montrer sur la base des évaluations économiques que ce sont globalement des solutions qui sont rentables en coût global actualisé et qui sont performantes en phase d'exploitation, notamment sur le plan énergétique et carbone. Un des points aussi importants est qu'on peut montrer qu'en isolant partiellement le bâti et en installant une pompe à chaleur RR sur l'ensemble de l'appartement, on peut réduire assez fortement les consommations énergétiques et les émissions de carbone avec un coût global maîtrisé et un confort également maîtrisé. Alors, le deuxième exemple
Il s'agit ici d'une maison individuelle chauffée initialement au gaz, construite pareillement avant les premières réglementations énergétiques. Donc, dans ce cas d'étude, on a également testé différents niveaux d'isolation d'enveloppe et puis également évalué différents remplacements de systèmes énergétiques, soit par une chaudière gaz à condensation double service, ou soit également par une pompe à chaleur RO. Alors, en termes de gains de rénovation en énergie finale et en émissions de CO2, on est sur des gains compris entre 27% et plus de 90%, et en énergie primaire entre 27 et 75%. Donc, dans cette configuration, dans le cas d'une installation d'une PAC RO en isolation partielle ou globale de l'enveloppe, on atteint une étiquette climat A, selon la définition actuelle du DPE. Et puis, on peut également souligner qu'on a des émissions de carbone inférieures à 2 kg de CO2 par an et par mètre carré. Le remplacement d'une chaudière gaz par une chaudière gaz à condensation, associée à une rénovation complète d'enveloppe, on est sur des émissions de carbone de l'ordre de 18 kg de CO2 par an et par mètre carré, donc en référence à la situation initiale qui était à plus de 50 kg de CO2. Dans ces différentes configurations, en rénovant complètement l'enveloppe du bâtiment et en remplaçant les systèmes énergétiques, on atteint globalement le label BBC Rénovation dans sa définition actuelle. Et après, on peut, en termes de résultats détaillés, montrer que la PAC RO est celle qui présente des performances les plus élevées en consommation d'énergie finale, CO2, avec un coût global actualisé identique. Alors, toutes ces évaluations aujourd'hui, dans le cadre du projet Préparé 2050, sont terminées et nous sommes en train de finaliser, en fin de compte, différentes fiches à destination des bailleurs. Donc, aujourd'hui, on réalise 2 types de fiches, des fiches à l'échelle du système du bâtiment, dans lequel on retranscrit en fin de compte tous les résultats d'évaluation avec les différents bouquets de rénovation. Sur la première page, on caractérise la situation initiale du bâtiment étudié et on présente les différents bouquets de rénovation. Sur la deuxième page, donc Charles, si tu peux présenter, voilà. Et sur la deuxième page, on présente les différents gains associés au bouquet de rénovation selon les différents indicateurs que Rofaïda a présentés tout à l'heure, que ce soit des indicateurs énergétiques, économiques ou climatiques. Associés à ces gains, on va dire, quantitatifs, sont retranscrits des informations plus qualitatives associées à ces bouquets de rénovation, notamment les prérequis en termes d'installation et les conditions aussi de mise en œuvre et d'exploitation qui sont des éléments clés, notamment pour un déploiement auprès du logement social et des acteurs du bâtiment. Alors, associé à ces fiches qu'on définit à l'échelle du bâtiment, on a également édité des fiches à l'échelle du système. Charles, je te propose de passer au suivant. Donc là, on est vraiment à l'échelle du système énergétique. Donc, vous avez ici l'exemple pris pour le chauffe-eau thermodynamique actuel. Donc ici, on va sur une description plus détaillée du système énergétique avec les gains possibles associés à ce système en référence à des systèmes installés initialement dans le bâtiment. Et de la même manière que pour les fiches bâtiments, on fait un zoom spécifique sur les conditions de mise en œuvre, les conditions associées à la maintenance et également la facilité d'usage associée au système énergétique pour pouvoir donner le maximum, en fin de compte, d'informations qualitatives associées à ces solutions. Et on donne de manière, on l'espère, synthétique et lisible,
les différents avantages et inconvénients de ces solutions qu'on peut aujourd'hui trouver sur le marché et en émergence en rénovation. Donc, peut-être, Rofaïda, je te laisse dire le mot de la fin. Oui. Oui. Oui, voilà, donc juste je rappelle que ces fiches, elles ont été construites aussi avec les bailleurs sociaux parce que c'était eux les destinataires de ces fiches-là et donc on les remercie. Et on va conclure en vous annonçant que le séminaire de clôture de ce projet-là, il est prévu le 17 mars 2021, bientôt, en distanciel bien sûr. Et donc, pour avoir des informations aussi sur le projet, vous pouvez aller sur le site du projet qui est ici indiqué. Voilà, et on espère que ceux qui sont intéressés par le séminaire, vous pouvez nous contacter pour qu'on vous envoie justement les invitations. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les trois. Merci à tous de cette présentation. Bravo, bravo pour ce beau projet. Merci à tous d'avoir suivi donc cette préparation, Préparer 2050, date et prise donc pour le prochain séminaire. Les Assises nationales du logement sont 100% numériques cette année, donc continuez à vous rendre sur la page de programme pour voir la suite des conférences en live ou en replay. Merci à tous les trois.